On va commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلم مبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. Inch'Allah, de toute façon c'est enregistré, les gens viendront au fur et à mesure. On va essayer de présenter d'une façon... C'est pas vraiment exhaustif parce qu'en fait on va pas rentrer dans beaucoup de détails légaux. Mais un sujet qui au final pose un problème vraiment de fond au niveau de la communauté en France d'une manière générale et en France en particulier. Alors bien sûr j'ai mis à peut-être 20 ou 30 minutes le sujet. Donc l'idée c'est le Dars va traiter le live de la sexualité. Mais on va aborder la question de sa place. On va aborder la question de l'éducation. Et un certain nombre d'éléments symboliques qui vont nous permettre d'introduire le prochain live qu'on fera. Il va traiter de la question de la virilité et de la féminité. Notamment selon des perspectives, comment dirais-je, coutumières, mais aussi spirituelles et métaphysiques. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement large. Et on commence par la sexualité. On aurait pu faire l'inverse, hein. Mais là, on commence par celle de la sexualité. Parce qu'à mon avis, j'ai le sentiment que rarement on a traité de la question de façon pertinente. J'ai même pas l'impression que ça a été déjà fait. Mais je vois effectivement qu'il y a des questionnements. C'est quelque chose que j'ai pu constater. Qu'il y a des personnes qui sont dans un manque de repères sur la question. Il y a les questions des tabous, la question de la pudeur. La question de la limite imposée par la charia en matière de pudeur sur le sujet, comment on en parle ou comment on n'en parle pas. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'on va aborder la chose. C'est comment la problématique est posée, quel impact ça a.
parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais l'impact que ça a sur la Ummah en France est très 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 conséquent. Vraiment, ça a des conséquences très néfastes. Et ici, dans la question de la sexualité, on va aussi aborder la question de la beauté au final. Parce que lié à la question de la sexualité, il y a la question de la beauté. C'est-à-dire que comment on aborde la question de la beauté, on va se rendre compte qu'en fait, qu'il y a un travail éducatif énorme à faire. Donc déjà, en fait, en première chose, en matière d'introduction, la question du désir sexuel. La question du désir sexuel, elle est abordée de manière frontale, explicite et claire. C'est-à-dire que c'est même pas sous-jacent. C'est pas quelque chose qui est traité, qui est secondaire. Par exemple, dans le chapitre des ablutions, la question du désir sexuel est sous-jacente en fait à la question des ablutions et de tahatul hadath, plutôt de nawaqid al-wudu, de la perte des ablutions, dans le fait de contact avec une personne habituellement désirable qu'on a pu évoquer la semaine dernière. C'est lorsqu'on introduit le statut légal d'un nikah. C'est-à-dire lorsqu'on introduit quel est le statut légal d'un nikah, et on va faire une parenthèse sur ça, c'est que le désir sexuel est ce qui va de façon aslan, de façon on va dire basique, donner le statut au mariage. Je m'explique. Le mariage est soumis aux quatre statuts légaux. 4 ahkam taklifi. Le hukm taklifi, pour faire très très court, c'est le statut légal qui s'impose aux actes du mukallaf. Ici, en l'occurrence, le statut légal de base du mariage, c'est le mandoub. Mais il faut qu'il y ait des critères pour que ce soit mandoub. Que la personne ait le moyen de se marier, on va dire, et qu'elle ait du désir sexuel. Pour l'homme comme pour la femme. Le fait, et c'est dit explicitement dans nos textes chez les Malikis, et on diverge, est-ce que le fait de vouloir des enfants, sans forcément avoir du désir sexuel, lui aussi donne le statut du mandoub. La question du désir sexuel est tellement importante que celui qui craint de tomber dans le zina, à cause justement du fort désir qu'il a, et qui n'a pas les moyens de se marier, ils ont fortement divergé, mais l'avis retenu, c'est que même s'il n'a pas les... J'ai été coupé pendant un moment, et ce que je vais faire, c'est que... Donc en fait, pour comprendre en fait cette question du désir sexuel et de la place importante que ça prend, c'est que même dans la mesure où quelqu'un n'a pas les moyens de se marier, on va dire qu'il va être obligatoire pour lui de se marier s'il craint le zina. C'est pour montrer en fait que cette question du désir est très très importante et a un gros impact. Et que les fuqaha ne se sont pas trompés en fait, notamment qu'on voit notre contexte. C'est pour ça que par exemple aujourd'hui, ceux qui se posent la question des petits jeunes qui ont 15-16 ans et on dit mariez-les, mariez-les, on va dire ouais mais ils sont pas encore responsables. Eh frère, tu préfères qu'ils tombent dans le zina ou quoi? On te dit qu'ils craignent tous zina. Là, à l'heure où on parle, là, tout de suite, là, sur 10 enfants qui ont entre 11 et 18 ans, 10 gars qui ont entre 11 et 18 ans, j'ai 11, non pas 11, on va dire plutôt 13 ans, l'âge de la puberté, de manière assez plus large, entre 13 et 18 ans, 13 et 20 ans, allez, sur 10, il y en a au moins 5 qui craignent de tomber dans le zina. Sur 10, il y en a quasiment 5, c'est quasiment la moitié qui craignent de tomber dans le zina. Mariez-les. Même si il faut que ils restent, chacun vit chez ses parents, des trucs comme ça. Oui, mais c'est toujours mieux que zina. Oui, mais ils sont pas responsables, ils vont divorcer. Mais qui a dit que divorcer c'était haram? Tu penses que c'est mieux qu'ils fassent zina plus qu'ils se marient, qu'ils restent ensemble 6 mois et qu'ils divorcent? Réfléchis un peu, non? Et ça montre aussi qu'on veut pas éduquer ces jeunes-là. Parce qu'il faut les éduquer, il faut leur expliquer c'est quoi le mariage. Mais les gens ne veulent pas les éduquer. Donc ça montre bien qu'il y a un problème.
Et c'est ça qu'on va essayer d'aborder. Et donc on a bien compris, c'est que le désir sexuel en lui-même donne le statut de base du mariage. Donc déjà, comprendre cette notion-là, c'est très important. La connaissance de son corps et de ses organes sexuels, dès les premiers apprentissages, apprendre à prier, apprendre comment on perd ses ablutions. Ça, on apprend son corps. Pour les filles, il y a la question en fait de leur menstru. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention et comprendre la place que ça a. Donc déjà, comprenez, on a dit que rien que cette question de désir, ça établit un statut de base dans la question du mariage. Même double. Désir sexuel où on craint le zina. Et même si on n'a pas les moyens, il vous dit c'est obligatoire. Il y a la question sous-jacente, donc c'est abordé de manière moins frontale. Il y a la question de savoir faire ses ablutions, comment on perd ses ablutions. Pour les filles, il y a la question des menstrues, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a une question de connaître son corps. Ici, c'est important cette question-là. Pourquoi? Parce que il y a quelques années de ça, ma mère avait fait une association justement pour où elle voyait que les sœurs, il y avait toute une problématique sur comment fonctionne leur corps. Et rentrer dans le mariage, c'était pas forcément évident. Elles savaient leur corps, elles savaient pas comment leur corps était. Et donc, elle a fait une association, etc. Quelques temps après est venue toute la problématique du mariage pour tous. Et derrière la problématique du mariage pour tous, il y avait la question de l'éducation sexuelle à l'école qu'on voulait imposer. Avec des trucs un petit peu tordus et tout ça. Et ma mère faisait la remarque, mais le souci, c'est que chez les musulmans, c'est pas fait. Donc forcément, les koufars en face, ils vont se servir de ça comme argument, le fait qu'on ne fasse pas ce travail-là. Moi, à cette période-là, je faisais ma tauba. Et notamment, j'étais en train de retrouver les textes traditionnels à partir desquels on apprenait notre religion. Et notamment, Al-Akhdari, quand je l'ouvre, je le ramène à ma mère et je lui montre le passage des ablutions où justement, la question de connaître son corps est abordée. Que ça soit dans la question de comment on perd ses ablutions, la question des menstrues, ou encore, plus choquant en fait, la question d'un rousl, quand on vous dit, voilà comment tu perds ton rousl. À éjaculation ou pénétration, devant ou derrière. Mais derrière, on rappelle que c'est haram. Donc en fait, déjà, on comprend une chose, c'est que lorsque vous allez aborder le chapitre de rousl et de nawaqil al-rousl, donc les annulations de ce qui, ou mawajibut al-rousl, ce qui rend obligatoire le rousl, vous allez être obligé d'aborder la question de ce qui est licite ou pas licite en matière de sexualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le texte directement, on vous dit, tu perds tes ablutions si tu pénètres. Devant ou derrière. Actif ou passif. Mais il faut que tu expliques que c'est haram aussi. Parce que tu ne peux pas laisser ça comme ça dans le texte et la personne pense que c'est pas licite. Parce que quelqu'un qui n'est pas futé, ou quelqu'un qui n'est pas alerte, quelqu'un qui ne le sait pas, il voit ça, et il se dit, ah mais c'est permis. Puisqu'ils disent, non, c'est pas permis. Donc il faut l'expliquer que c'est haram. Donc ça veut dire que déjà, dès un petit texte comme Al-Akhdari ou bien Ibn Ashir, la question de savoir comment fonctionne votre corps et la question de l'éducation sexuelle avant même le mariage, elle commence à rentrer en compte. C'est vraiment... Là, c'est même plus jeter la lumière sur ces réalités-là. C'est vraiment que les gens intègrent cela et se disent, mais demain, comment je vais faire avec mes enfants? Demain, comment moi je vais fonctionner? Non, c'est pas déçu. C'est-à-dire que dans le cadre de l'éducation religieuse, il n'y a pas de tabou sur ces questions-là. Alors bien sûr, vous avez en fonction des coutumes, par exemple au Maghreb, quand vous étudiez ça avec un shir, le shir avant d'en parler, il va s'excuser. Mais vous allez en Jordanie, c'est très différent. Ils en font des poésies sur ça. C'est pas le même état d'esprit. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a des choses qui sont coutumières et il y a des choses qui sont strictement religieuses. On ne dit pas ici, comme certains disent, ouais, opposition coutume-religion. C'est pas de ça dont on parle. Ça, c'est des bêtises. C'est des gens qui connaissent pas la sharia, ils savent pas comment fonctionne la sharia. Non, on dit que dans l'éducation religieuse, il est nécessaire, obligatoire, dès le départ, dès le tout début, les premiers chapitres que l'on étudie, que la personne commence à apprendre à comment fonctionne son corps, d'une part, et la question de ce qui est en relation étroite avec la question de la sexualité. Donc ce qui est licite, ce qui n'est pas licite, etc.
Donc il faut vraiment cerner cette dimension-là. Le dernier élément, c'est la place que cette question a dans le cadre du mariage. Il y a l'aspect strictement légal, c'est-à-dire dans le sens des statuts légaux qui sont imposés par rapport à cette question-là, d'une part, mais il y a la question de comment on vit entre nous. Et ça, on va vraiment développer la question du rapport et de la place que ça a dans le couple. Parce que en fait, au final, c'est un petit peu l'intérêt de ce qu'on veut développer ici, parce qu'il faut comprendre que l'équilibre de la communauté est en grande partie basé sur l'équilibre qu'il y a dans les couples. Et l'équilibre des couples sont en grande partie repose sur la question des rapports intimes. Et donc oui, c'est essentiel, c'est même pas important, c'est essentiel à l'équilibre du couple. C'est pas la seule chose qui soit essentielle, mais c'est l'une des essences de l'équilibre du couple. Et pourquoi? Et là, on va aborder des questions de droit légal en matière de comment dirais-je, de questions des babou nikah. Donc tout ce qui est code de la famille, si vous voulez, on pourrait traduire dans les termes français. C'est que il y a divergence sur l'obligation pour une femme de s'occuper des tâches ménagères, de faire à manger. Il y a vraiment divergence sur ça. Même chez les Malikis, il y a 3 avis obligatoires, strictement, c'est-à-dire de manière absolue, non relative. Obligatoire selon le urf, c'est-à-dire que c'est en fonction de la coutume que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'une femme qui est d'une catégorie sociale où elle ne fait pas la cuisine, où elle ne fait pas la vaisselle, etc., elle n'est pas obligée de le faire et tu dois payer des servants qui le font. Et si tu n'as pas les moyens de le payer, là ça devient obligatoire pour elle. On retourne sur la situation première. Et carrément, 3e avis qui dit que c'est pas du tout obligatoire. Elle n'a pas à faire le ménage, etc., etc., ce genre de choses. Donc, ça reste... vous comprenez qu'il y a une divergence. Dans d'autres écoles, clairement, l'avis retenu, c'est la femme, c'est pas une obligation, c'est sadaqa. De mémoire, je crois que les Hanafi, c'est plus ou moins cet avis, il faudra regarder chez eux. Donc, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a divergence dessus. Et on ne ment pas sur la question qu'on dit l'avis retenu. Pour savoir, pour que les gens sachent, chez les Malikis, manifestement, l'avis mashhour, celui qui est retenu, c'est que c'est en fonction de la coutume. C'est la coutume qui détermine ce qui est obligatoire ou pas à la femme. Vous pouvez voir ça dans la Risala, dans les commentaires, les shuruh de la Risala, etc. Par contre, il n'y a pas de divergence sur l'obligation de la femme de répondre aux demandes sexuelles de son mari. Divergence sur les tâches ménagères, aucune divergence, pas de divergence sur le fait que la femme a des obligations vis-à-vis de son mari de répondre aux attentes sexuelles de son mari. Que les gens cogitent un petit peu. On est en train de vous dire que l'un des éléments essentiels du mariage, c'est la sexualité. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ça paraît aberrant, et pourtant c'est le cas. Et pourtant, les hadiths qui parlent de cette obligation vis-à-vis des femmes sont extrêmement violents. C'est-à-dire qu'on dit, la femme, si elle répond pas, elle est maudite par les anges. Si elle répond, toute la période, le moment où elle a refusé, jusqu'au moment où elle accepte, pendant toute cette période-là, ses adorations ne sont pas acceptées. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui s'est refusée cette nuit-là, si l'homme ne revient qu'une semaine après pour la voir, pendant une semaine, ses adorations ne sont pas acceptées. C'est très, très violent. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait considérer comme étant la chose du mariage, c'est ça. Et la place que ça a dans le mariage, c'est essentiel. C'est comme si c'était l'élément même du mariage. Car le mot même nikah en arabe désigne la pénétration. Et que l'idée du mariage, c'est l'idée, par le biais du contrat, de se rendre ce qui est illicite, normalement, avec une ajnabi. Vous vous mariez avec une femme, le concept, le principe même du mariage, c'est de vous rendre licite cette femme-là. En matière de rapport, en matière de pouvoir la voir, de voir sa aura, etc., etc. Donc comprenez bien en fait ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que c'est un élément essentiel du mariage.
C'est très important. C'est vraiment, Subhanallah Azim, c'est pour les crypto-féministes qui viennent vous parler de certaines questions liées au mariage. Oui, mais ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, venez, on parle de tel sujet, on va voir comment vous le considérez. Là, vous allez voir que ça va bégayer. Mais vraiment. Parce qu'effectivement, il y a ici, cette question-là a une place shar'an dans la question de Baboun Nikah qui est essentielle. C'est-à-dire que la définition même, l'uratan d'un nikah, d'accord, c'est la pénétration. L'uratan, c'est-à-dire que dans la langue. Et istilahi, c'est-à-dire la définition terminologique, il diverge sur est-ce que, terminologiquement, le sens premier, c'est la pénétration, et le sens figuré, c'est le contrat. C'est la vie retenue. C'est-à-dire que le sens premier, c'est la pénétration, le sens figuré, c'est le contrat. Donc, on a vu que la place de cette question-là, la question, du moins, les questions liées à la sexualité sont importantes parce qu'elles établissent des statuts légaux liés au mariage de base, c'est-à-dire le contrat en lui-même. On permet à partir de cette question-là, la question du désir sexuel, d'établir un statut légal. De manière moins frontale, sous-jacente, il y a les questions de connaître son corps, connaître le fonctionnement de son corps qui s'impose à chaque musulman mukallaf, responsable légalement, parce que c'est obligatoire pour une femme comme pour un homme de savoir comment fonctionne son corps, parce que c'est une obligation qui est liée directement à la première des adorations, qui est la prière, par le biais de la purification, donc la question des ablutions ou du ghusl. Et troisième élément, la place essentielle que ça a dans le mariage en tant que tel. C'est-à-dire non pas le contrat de mariage, mais la vie maritale. Alors, maintenant la question qui se pose ici, c'est la question de la construction de la sexualité des individus. On va faire très très court pour introduire ça. Il y a une catastrophe qui s'appelle la pornographie. Mais ce n'est pas la première des catastrophes. Peut-être c'est possible. En fait, à partir du moment où on est dans une société de l'image, la problématique de la beauté est de construire un imaginaire autour de la beauté est très perturbé. Dans les sociétés traditionnelles islamiques, qu'est-ce qui se passe? Le corps des femmes n'est pas accessible au commun des hommes. Un homme qui n'est pas un mahram, qui n'est pas un proche, qui ne peut pas se marier avec une femme, n'a pas accès à son corps. Et même un mahram n'a pas vraiment accès au corps d'une femme parce qu'elle va être couverte d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va voir que la tête, le cou, et les avant-bras et les pieds. Par conséquent, la construction d'un idéal de beauté, il est vraiment dans l'imaginaire collectif. Et en fait, l'imaginaire collectif, c'est pas évident. C'est imaginez comment on appellerait ça? Un roman. Tant que ce roman-là n'a pas été mis en image, l'idée que vous faites des personnages, l'image que vous faites des personnages de roman, elle est à vous seul. Vous ne la partagez pas, vous ne pouvez pas la partager, à part si vous la dessinez, vous la montrez à quelqu'un. Et là, on rentre déjà dans la culture de l'image, parce que vous avez dessiné, vous avez montré à quelqu'un. Et donc,
la culture de l'image est, à l'heure où on parle, l'un des éléments les plus perturbateurs, l'un des éléments qui empêche la majorité des jeunes hommes et aussi des jeunes femmes de se construire sur leur rapport à l'autre sexe et la façon d'apprécier son conjoint ou son futur conjoint. C'est une chose qui n'est pas évidente à gérer parce que faut bien comprendre que parmi les mandoubat, ce qui est recommandé dans le choix du conjoint, il y a l'idée d'être qu'il nous plaise physiquement, que ça soit pour l'homme ou pour la femme. Il faut que l'un et l'autre se plaisent. Parce que sinon, c'est compliqué en fait dans le cadre du mariage. Mais à partir de quand on arrive à identifier quelqu'un qui nous plaît ou pas? Et quand on est dans une culture de l'image, et pire aujourd'hui dans une culture de la pornographie telle qu'on est, il faut bien comprendre que l'idée même de beauté que l'on a, elle nous est strictement imposée et on va peut-être ne pas savoir apprécier ce que dans un cadre beaucoup plus sain, on aurait apprécié. Parce qu'il y a des individus qui ne connaissent pas leur corps, qui ne sont pas éveillés à la question de leur désir. Et par conséquent, la seule idée qu'ils ont du désir, c'est ce qui leur a été bombardé. Si quelque chose ne correspond pas à ce qui les a bombardés, qui a éveillé leur désir, ils ne conçoivent pas l'idée qu'ils peuvent être attirés par autre chose. Et ça, c'est problématique parce que si on prend aujourd'hui les critères de beauté qui nous sont imposés, et encore, alhamdoulilah, on vit à une époque assez extraordinaire, parce que les critères de beauté qui nous sont imposés aujourd'hui sont très très larges. Moi, je viens d'une époque, c'était Pamela Anderson, c'est-à-dire une fille totalement plate avec de gros seins, et blonde. L'idée qu'une femme, je sais pas, j'ai pas de modèle comme ça qui me viennent en tête, mais type africaine, que ça soit Afrique du Nord ou subsaharienne, c'est-à-dire avec des vraies formes, maintenant c'est possible. C'est quelque chose qui est dans la culture populaire. Mais moi, quand j'étais au collège, ça n'existait pas ça. Nous, quand j'étais au collège, j'étais à une génération où nous on imposait des critères de beauté qui ne correspondaient pas à la réalité, non seulement de nos origines. Par exemple, moi aux Antilles, ces filles-là, oh, regarde, ça ne correspond pas à la réalité dans laquelle on vit. Ça ne correspond pas au modèle de beauté qui sont appréciés chez nous. Ce qui fait que on arrive à perturber les filles. Dans le pire des cas et dans le meilleur des cas, elles rejettent en fait certains critères de beauté. Moi, je me rappelle que, avec 2-3 potes quand j'étais au collège, je reprends l'exemple de Pamela Anderson parce que c'était un petit peu la playmate de notre époque. Je sais pas, qu'on disait que ces filles-là nous plaisaient pas, les filles d'Alerte à Malibu et tout ça, les filles nous regardaient, elles étaient contentes, elles disaient, ah ouais, parce qu'en fait, elles ressemblaient pas à ça. Elles ressemblaient pas à ces filles-là. Donc ça leur posait un problème. Ouais, la question des poulets Barbie, pareil. Les modèles Barbie, ça n'a aucun sens. Ça ne correspondait pas à notre réalité. Pareil, il y a eu tout le travail, au bout d'un moment, de la question des mannequins. Mais les mannequins, c'est abominable. T'as un fil de fer, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? De quoi vous nous parlez? Et en fait, on est... il y a un rejet, et ici sous-jacent, qui est extrêmement problématique. Il y a un gros problème sous-jacent, c'est le rejet de la beauté de sa propre mère. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, au final, le type de physique qu'ils rejettent, c'est leur mère. Ce qui est totalement contre-intuitif. Totalement à l'envers de comment se construit le plaisir chez un homme. C'est-à-dire que, normalement, notre idéal
féminin, c'est notre mère. Même en matière de beauté. Aujourd'hui, une grande partie des hommes rejettent leur idéal. C'est même leur mère qui rejette. C'est vraiment tordu, en fait, au final. Comment la construction des individus est devenue totalement aberrante. Et donc ici, et ça c'est important, il y a un travail éducatif à faire sur nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui y sont arrivés, essayer d'aider les autres à s'éduquer dans ça, c'est de s'affranchir de la culture de l'image et d'apprendre à aimer et apprécier, d'apprendre à aimer et à apprécier, non pas ce qu'on nous bombarde, mais en regardant son propre corps. Alors vous allez me dire, ça ressemble un petit peu à ce que disent certains, les alphabet people. Là. Mais en fait, il faut comprendre que tout ce qui est sorti dans cette société-là, même par les gens les plus tordus de la société, se base sur des notions traditionnelles. C'est juste qu'eux, ils les prennent, ils les déforment. Il faut avoir une relation avec soi-même. Et il faut apprendre à apprécier les choses par rapport à nous-mêmes. C'est comme l'éducation du goût. C'est comme un gosse. Au début, vous lui faites tout manger, et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure, lui, il va commencer à apprécier lui-même. Donc apprendre, savoir, s'éduquer dans le fait d'éveiller ses propres sens. Pour les questions, Inch'Allah, attendez un petit peu que je finisse l'exposé, puis après on fera les questions. Apprendre à éveiller ses propres sens, etc. Là, on est sur la question d'épineuse, la question de la beauté. Là, on n'est même pas sur la question de la sexualité pure. Mais la question de la beauté introduit la question de la sexualité sur connaître son corps. Et là, c'est pas seulement connaître son corps, savoir quand est-ce que j'ai eu du mavi ou qui est sorti, ou bien du mani qui est sorti avec plaisir ou pas plaisir, etc. Non, c'est savoir qu'est-ce qui me titille. Qu'est-ce qui fait quand je regarde une femme? Mais en fait, il y a un truc chez la femme qui m'interpelle, c'est, je sais pas, c'est la chanson d'Henri de Salvador, j'aime tes genoux. Ça paraît bête, il y a des gars, ça va être les genoux, d'autres ça va être les pieds comme dans le film Boomerang, ça va être les mains, d'autres ça va être les sourcils. Ça peut être des... En fait, Allah peut mettre chez vous, peut éveiller en vous ce qui est en relation avec la question du désir que vous ne soupçonnez pas. Et vous pourrez avoir une femme qui n'est pas appréciée par quelqu'un que vous avez à la maison, et que pour vous, ça sera la plus belle femme du monde, alors que l'autre, il va dire, ouais, ta femme, elle est banale. Ouais, mais je m'en fous de ton avis, c'est moi, c'est ma femme. Garde la pêche avec tes histoires de, ouais, elle ressemble pas à Foulane, mais c'est pas mon problème. Elle est très bien comme elle est. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière ça, on a parlé de la culture de l'image et l'influence qu'elle a sur la question des critères de beauté et comment elle nous influence sur la question des critères de beauté. On dit ça parce qu'en fait, il n'y a pas si... En ce moment, vraiment, en ce moment, il y a tout un problème. Ouais, mais... Prenons le cas de la question des femmes qui font l'unanimité. Il y a des femmes qui, la année, elles font l'unanimité. Quand tu le regardes, frère, elles te dégoûtent. Je sais pas, moi je pense en ce moment, ce qui me vient en tête tout de suite, ça va être des stars en fait plutôt de ma génération, type des trucs comme Beyoncé et tout ça. Ces filles-là me dégoûtent. Je regarde, je sais qu'elles sont belles, mais quand je les vois, c'est moche. Je sais pas, mais c'est vraiment, c'est comme si en fait il y avait un filtre de laideur. C'est comme si on leur avait, comme si elles étaient là mais avec du caca sur elles. C'est pareil. Et en fait, ça, faut comprendre que c'est des choses qui s'éduquent en fait chez les individus. Ou des fois, c'est même pas forcément ça s'éduque. Des fois, vraiment, c'est des choses, voilà. Il y a des femmes qui ne... Voilà, c'est... D'accord, il y en a qui font l'unanimité, oui. Mais... sans... Voilà, il y a... Donc, en fait,
La question de l'unanimité, c'est même pas un sujet en fait, c'est un non-sujet en réalité. Le sujet, c'est vraiment c'est savoir apprécier, c'est quoi la beauté, la notion de beauté même. Et de la culture de l'image, il y a la question de la sexualité, du porno, mais c'est surtout de l'hypersexualisation. Pas seulement le porno. Parce que le porno, c'est une chose, mais il y a l'hypersexualisation. Il y a quoi? Il y a, allez, 15 ans de ça, je sais plus il y a combien d'années. Et maintenant, c'est devenu courant. Mais à l'époque, ça m'avait franchement, j'avais trouvé ça assez hardcore. À l'époque, on habitait encore dans le 11e. Et donc, moi, je rentre je suis à la station de métro et puis je regarde, et en fait, il y avait une pub. Une pub pour... c'était pas des yaourts. Au début, j'avais cru que c'était des yaourts, mais c'était pas ça. C'était, je crois, pour des gels douche, une crème pour le corps. En fait, ils avaient mis une pêche d'un côté. La photo, exactement, c'est ça. Il y a une pêche d'un côté, il y avait le truc de... le produit à vendre, et puis de l'autre, des fesses. C'est quoi ce délire? C'est juste hallucinant. C'est-à-dire que on est dans une hypersexualisation, ça va trop loin. Et derrière ça, il y a la question de construire sa sexualité à partir du porno. Le problème du porno, et c'est vraiment dans la semaine, je suis tombé sur, je crois que c'est une sexologue qui faisait un petit truc de 5-10 minutes où elle expliquait que la problématique de se construire sur le porno, elle disait des trucs, en 5 minutes, elle a dit des trucs tellement pertinents, je savais même pas que ça existe, parce que je m'intéressais pas. Mais elle me dit, par exemple, en fait, c'est qu'il y a des performances, parce que eux, ils parlent de performances dans leur milieu, qui sont mis dans les vidéos, sauf que, en fait, les gens savent pas que on gonfle, on pique les sexes des gars, que t'as l'impression que ça dure 2 heures, mais en fait non, c'est qu'il y a un travail qui est fait derrière. En fait, c'est de la mise en scène. Cette mise en scène, à aucun moment on dit que c'est de la mise en scène. On a l'impression que c'est juste de la performance et point barre. Mais non, c'est de la mise en scène. Ce qui fait que on est toute une génération, et ça commence depuis ma génération, même avant, où on construit notre sexualité sur la question de la performance telle qu'on le voit dans ces vidéos-là. Et c'est une catastrophe parce qu'en fait, ça ne permet pas d'apprendre à connaître son corps. Et surtout aujourd'hui, c'est encore plus grave parce que les filles sont influencées par la pornographie, ce qui n'était pas le cas des générations d'avant. Là, les petites générations qui arrivent, là, c'est une galère. Les petites, c'est du grand n'importe quoi. Exactement, comme si tu apprenais à te battre en regardant Dragon Ball Z. C'est exactement la comparaison. Ouais, c'est ça. Et encore, Dragon Ball Z, t'es gentil. Je dirais, ouais, peut-être Ip Man ou un truc dans le délire. C'est un truc totalement aberrant. Ou regarder en regardant du catch. C'est-à-dire que dans le cadre du mariage, ça perturbe les rapports intimes de l'homme et de la femme. Alors, notre génération, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que, manifestement, nous, les hommes, ont été plus touchés que par les femmes. Il y a énormément de cas de mariage qui ont un problème parce que le mec demande des trucs à la femme, parce que le gars a une vision de sa femme au lit, mais en même temps, la fille, elle veut pas, etc. Et c'est une galère. En fait, vu que on a déjà dit, il y a un problème sur la construction de son identité, la construction de son corps, de la conscience de son corps, qui n'est pas correctement faite. C'est-à-dire que, avec la pornographie, de la même manière qu'on nous impose
des modèles de beauté, on nous impose des modèles de sexualité avec des modèles de plaisir. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça fait que, en réalité, on parle de petits gars et dans une moindre mesure de femmes qui ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce qui leur fait réellement plaisir. Ils n'ont pas appris à savoir ce qui leur fait réellement plaisir, ce qui leur donne du plaisir. Et donc en fait, ce qui fait, c'est que, étant donné que c'est dans une espèce de construction totalement aberrante, avec des espèces d'images totalement tordues, qui vont dans tous les sens, où c'est de la performance, etc., t'as des petits gars qui rentrent dans des mariages avec des frustrations pas possibles. Et j'ai des petits gars, pas seulement. T'as des gars qui rentrent dans le mariage avec des frustrations qui n'ont aucun sens. Parce qu'en fait, ils ont vu des films, donc eux, ils se disent que, ouais, faut que je sois comme dans le film. Ouais, mais en fait, le film, c'est une mise en scène. C'est pas vrai. On prenait l'exemple de DBZ, mais je sais pas, c'est comme si tu regardes Mission Impossible. Et mon ami, il roulait en moto et puis, je sais pas, sauter en l'air avec t'es pas Tom Cruise. Et puis de toute façon, il y a, même si c'est lui qui fait ses cascades, mais il y a un câble et tout ça, il est attaché. Si t'arrives pas à mettre ton pied... Non mais... C'est de la mise en scène. Et cette question de mise en scène fait que il y a des hommes qui rentrent dans le mariage avec des frustrations. En disant, ouais, mais j'arrive pas à faire ci, je suis pas comme ci. Wow. En gros, l'idée ici, ce qu'il faut comprendre et ce qui doit être le travail éducatif qui doit être fait, c'est comprendre que la sexualité n'est pas une performance sportive. C'est un plaisir qui doit être partagé. Et cette notion de plaisir partagé, elle est très peu mise en avant. Avant d'aborder la question de cette question de plaisir partagé, il y a un élément quand même à aborder de manière, on va dire, sans rentrer dans trop de détails, parce que là, il faudrait rentrer dans des questions un petit peu plus juridiques, légales. C'est que l'homme et la femme, tous les deux, ils doivent apprendre ensemble ce qui fait plaisir à l'un et l'autre. C'est-à-dire que l'un et l'autre, dans le cadre de leur mariage, parce que pour les sœurs qui sont là, on va le dire quand même. Un homme peut avoir 2, 3, 4 femmes. Le plaisir qu'il va prendre avec l'une, ça ne va pas être le même qu'il va prendre avec l'autre. Et les sœurs qui vont se retrouver dans une situation de polygamie, sortez de vos têtes d'essayer de vous comparer avec l'autre. C'est stupide. C'est une perte de temps. Vous allez vous faire souffrir pour rien. C'est-à-dire que un homme va peut-être apprécier un certain type de relation sexuelle avec une femme qu'il ne va pas apprécier avec l'autre. Parce que ce n'est pas la même femme. C'est-à-dire qu'en fait, il faut sortir, et c'est ça le problème de la pornographie, c'est la standardisation de la sexualité. Il n'y a pas de standard. C'est un échange entre l'un et l'autre. Il y a une question d'itihadid dod, et on va y revenir sur la question de quasi de fusion en fait entre l'un et l'autre. Entre le fait que l'un et l'autre fondent l'un dans l'autre. Et donc, l'homme et la femme, dans le cadre de leur mariage, doivent chercher à se connaître l'un et l'autre dans le cadre de leur couple, uniquement. Alors, je ne comprends pas trop ceux qui vont essayer de faire ça en passant par la pornographie. Ça m'échappe un petit peu. Du moins, c'est pas que ça m'échappe, c'est que dans le cadre d'un mariage islamique, je comprends pas trop. Alors, des gens qui sont dans le zina et tout ça, pourquoi pas, c'est leur problème, parce que c'est zina, c'est le même monde. Mais là, on est quand même un petit peu différent, quoi. On comprend bien que c'est une adoration. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit sur la place de la sexualité, mais c'est que c'est une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est une sadaqa. Comment on sait que c'est une adoration? Le fait, parce que
Si on le fait hors du cadre du mariage, c'est haram. Donc le faire dans le cadre du mariage, on est récompensé. Parce qu'on délaisse le haram. Le haram, c'est avoir des rapports sexuels hors mariage. Ou hors possession d'esclaves. Donc avoir des rapports sexuels dans le cadre du mariage ou dans le cadre de la possession d'esclaves, femme, on comprend bien que on est récompensé. Parce qu'on a délaissé un péché. Là, on va être sur des propositions en matière de... sur le plan éducatif. C'est déjà que pour les hommes, et ça, désolé les gars, mais au-delà de la question d'être capable d'assurer la sécurité, et dans le cadre de notre société, la sécurité est principalement financière, que la femme ait un cadre, une maison, etc., qu'il y ait une question de respect. En dehors de tout cela, l'un des éléments qui va faire que une femme aime son homme et lui témoigne du respect, c'est lié à la sexualité. C'est-à-dire qu'un homme qui satisfait sa femme, et là je ne parle pas de performance, de performance sportive, vraiment, c'est-à-dire c'est pas, on est déjà sorti du cadre en fait des délires en fait de porno, non. Satisfaire sa femme dans le sens où il connaît sa femme, il sait ce qui lui fait plaisir, etc. Un homme qui satisfait sa femme, il faut savoir que il a gagné le respect d'eux et l'amour de sa femme. C'est-à-dire qu'on va dire que 75% du travail il est fait. Je pense que tout le monde a déjà dû tomber sur des séries un petit peu tordues où la fille elle est mariée à un mec super riche, etc. Mais le mec il a sa plein de cacahuètes. Elle va avoir un copain à côté. Elle attrape le jardinier ou un mec comme ça. Et pourquoi? Parce que même si elle va avoir un certain amour pour son mari, le problème c'est qu'elle a un manquement. Et le manquement d'un point de vue du plaisir de la femme, c'est catastrophique dans le cadre du couple. Une femme qui n'est pas satisfaite de son homme, de ce point de vue-là, c'est une catastrophe dans le cadre du couple. C'est très très difficile. Les rapports sont très compliqués. Alors, c'est un petit peu complexe sur la question des femmes parce que les femmes sont... Il y a la question du fait d'être en même temps... elles ont une espèce de relation. Il y a une relation étroite entre le fait que leur intellect, leur désir et leurs sentiments soient comme si c'était dans un seul axe. Ce qui fait que si d'un certain côté vous n'avez pas été tendre d'une manière qui fait que la femme a un minimum de tendresse pour vous, que vous n'avez pas fait un truc dans la journée qui l'a perturbée, qui va la déranger en fait lors des rapports et tout ça, ça va être très compliqué. Et là, je parle de nous, le travail qu'on doit faire pour que ça se facilite. C'est-à-dire apprendre à connaître notre femme, ses réactions, etc. Plein de choses comme ça. Les hommes, on est beaucoup plus simples que les femmes. Il y a deux trucs qu'il faut satisfaire chez nous, c'est notre ventre et en dessous de la ceinture. C'est-à-dire qu'un homme qui est bien nourri, il est super content. Sa femme la satisfait sexuellement, il est super content. Alors, le truc, c'est qu'on a beaucoup d'hommes qui ont une vision de la sexualité qui n'est pas partagée. C'est-à-dire que bon, eux, ils sont satisfaits, paf, le mec, il dort, il passe à autre chose. Ça, Ya Rabbi, je sais même pas comment ces mecs-là font pour vivre leur vie avec leur femme. Je comprends pas. Je sais pas comment ils font pour vivre. Je sais pas. J'ai pas envie de dire que c'est inhumain, mais je crois même les animaux, en fait, ne fonctionnent pas comme ça. On ne peut pas vivre une sexualité épanouie, et je parle en tant qu'homme, si on ne satisfait pas nos femmes. C'est-à-dire que un homme qui se contente de papa, il est satisfait, et puis sa femme non,
euh, il y a une frustration chez l'homme, qui est une frustration qui est rafi, elle est cachée, c'est désagréable. D'ailleurs, beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation-là, ils vont vouloir une, deux, trois, quatre femmes. Mais frère, si tu fonctionnes comme ça avec elle, tu vas fonctionner comme ça avec l'autre et ça va rien changer. Donc il y a vraiment en fait... Non mais comprenez ce que je dis aussi. Il y a vraiment en fait de ce point de vue-là, chez les hommes, et le maître mot au final dans la question des rapports intimes dans le cadre du mariage, c'est la question de l'empathie. De faire attention à l'autre. De faire en sorte que l'autre soit satisfait. Et ça, c'est intéressant de savoir une chose sur ça, c'est que j'ai... Dans nos koutoub de fiqh, c'est pas dit textuellement, mais dans un sharh de Ibn Yammoun, qui est un poème sur le mariage et sur les rapports intimes dans le cadre du mariage, il est assez... le discours est assez impératif. C'est un discours qui est assez exigeant en disant... il y a un moment où il dit textuellement, si jamais elle a joui, ne reste pas parce que si tu restes, elle aura mal. Par contre, ça, si tu as joui, elle n'a pas joui, tu dois continuer pour pouvoir la faire jouir. C'est dit textuellement, vraiment. Donc, la question du souci, du plaisir de l'autre, en ce qui nous concerne, nous les hommes, du plaisir de la femme, il est important. À tel point que j'ai même vu un frère qui faisait circuler un frère Hanbali, qui dit que c'est mandoub dans leur madhab de faire jouir sa femme. Donc, vraiment, il faut comprendre que la question de donner du plaisir à l'autre, sachant une chose, c'est que les préliminaires, c'est-à-dire avant la pénétration, sont mandoub, de manière générale, et que il y a des possibilités qui sont données aux hommes, en dehors du cadre de la pénétration, pour pouvoir permettre à la femme de prendre vraiment du plaisir. Donc vraiment, cette question-là, c'est la question de l'échange, de savoir qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce qu'il apprécie, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Il y a vraiment un travail, et c'est pas que de la communication en fait. Enfin du moins, c'est de la communication qui n'est pas forcément verbale. Il faut apprendre aussi à communiquer au-delà du verbe. Et très important, les questions de honte là. Inch'Allah, on va répondre à ça plus tard. Wa alaykoum salam. Les questions de honte. Autant je comprends dans le cas de la famille, c'est pas évident de parler, notamment dans certaines assemblées, tout ça. Alors moi, je suis entier, on fonctionne pas trop comme ça, mais je sais qu'en Afrique, même en Afrique de l'Ouest, c'est assez pas évident. Par contre, manifestement, ça se dit sous le manteau. Il y a des... Je sais qu'apparemment en Afrique de l'Ouest, il y a des travails, il y a un côté assez initiatique, c'est que là, avant que la fille se marie, on va la laver, etc., etc. Enfin, du moins, au moment, le jour du mariage, elle va être lavée, etc., elle va être ramenée chez son mari, et manifestement, il y a des trucs qui sont transmis à ce moment-là. Si vous voyez dans les pays comme le Sénégal, il a les bim-bim. Je sais pas si les gens voient c'est quoi les bim-bim. C'est un genre espèce de ceinture de perles comme ça, qui est l'équivalent en fait des strings ici, quoi. Il y a Walila al-Hamd. Il faut qu'il y ait de l'empathie et pas de honte. Et il faut que l'homme comme la femme n'ait pas peur d'entreprendre d'aller vers l'autre. Que ces moments intimes soient partagés d'une certaine manière. La question de l'éducation sur ce sujet-là, elle est fondamentale, très importante. C'est très très lourd en fait. Ce qui, comment dire, comment les rapports se construisent. Il faut vraiment que les gens comprennent
que c'est essentiel au bien-être du couple, mais aussi c'est pour la construction, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure, apprendre à se connaître. Et tout ce qui est jeu amoureux, préliminaire, etc., faut bien comprendre. C'est très très important que c'est des fondements pour s'épanouir dans le cadre du couple. Alors avant d'aborder l'autre partie qui aborde des questions un petit peu plus spirituelles, voire sociétales, pour ceux qui ont l'arabe, en arabe, il y a des ouvrages, et notamment un qui s'appelle Adab al-Nikah, qui est un commentaire du poème de Ibn Yamoun. En français, il est traduit. Et franchement, je vais vous le montrer, le livre, il paye pas de mine. Moi, j'étais tombé dessus plusieurs fois, je le regardais. Je sais quoi, ce livre, une fois, je l'ai ouvert, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. C'est ce livre-là. Dedans, en fait, vous avez une grande... C'est-à-dire que c'est basé sur un poème qui vous dit, en fait, les différentes règles du mariage, les jours qui sont mandoub, etc. et des questions liées aux rapports intimes. Ce livre-là est extraordinaire, notamment parce qu'en fait, il va même vous dire des fois les jours qui sont les plus favorables aux rapports intimes. Les positions, etc., des choses comme ça. Alors sur la question des positions, c'est des avis qu'il a, qui se discutent, notamment sur le point de vue médical, etc. Mais grosso modo, en fait, il faut bien comprendre, quand je présente ce livre-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans notre Ummah, on a des ulama qui ont traité de la question avec un adab, mais surtout qui aussi permet de comprendre et permet de se construire correctement dans le cadre du mariage. Le livre que je vous ai dit, si vous connaissez quelqu'un qui va se marier, vous-même, soit vous êtes déjà marié ou vous allez vous marier, je conseille à tout le monde, lisez-le. Il se lit en une journée. Mais vraiment, il est très très court. C'est écrit vraiment gros. Et ça se lit très très vite. Vous connaissez quelqu'un a un projet de mariage, il prend le livre, il donne à la femme, lui-même il le lit pour lui. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est important comme ça, la question de la sexualité? C'est que, en fait, la sexualité et la satisfaction de sa sexualité, elle génère une énergie et elle dissipe les mentalités. Inch'Allah, quand je vais poster la vidéo, je mettrai une photo du livre. Si vous regardez en ma story, c'est ce livre-là que j'ai mis. Dans la story, c'est ce livre-là. Franchement, en plus, il coûte peut-être 5 euros, 6 euros, un truc comme ça. 6 euros. Ouais, Quratul Uyun. Le nom, c'est Quratul Uyun wa Adab al-Nikah. En fait, pour bien comprendre cette question-là, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quelqu'un qui est satisfait, homme comme femme, ça facilite sa méditation. Et j'en veux pour preuve qu'il est mandoub dans le madhab maliki, dans le madhab hanbali, et peut-être même dans les deux autres écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith sahih qui le dit, d'avoir un rapport pour les hommes avant d'aller au Jumu'ah. En fait, il y a un hadith qui dit, je sais plus c'est quoi la formulation, mais en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une formulation très poétique qui dit, celui qui fait le rousl et qui fait à quelqu'un faire le rousl, je sais plus c'est quoi la récompense. Mais l'idée, c'est d'avoir un rapport, de faire son rousl et d'aller au Jumu'ah. Et la hikmah qui est donnée par les ulémas sur ça, c'est de dire que, en fait, la personne, elle aura l'esprit libre. Elle ne sera pas perturbée par ses envies. Parce que justement, elle
Et c'est allégé. C'est une maison paradis. Barak Tawfik. Et donc ça permet d'être plus à même d'être présent au moment de la khutbah et au moment de la prière. Et de pouvoir justement dissiper ce brouillard qui nous empêche de méditer et de se concentrer. Donc vraiment, il faut... Subhanallah, il y a une énergie en plus positive qui est générée par les rapports. C'est pas compliqué, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ceux qui sont mariés, ils peuvent en témoigner. Vous avez passé une nuit où vous avez un rapport le matin juste après le soub, la journée n'est pas la même. Quand vous sortez de chez vous, vous êtes léger. C'est pas la même situation, vous n'êtes pas le même. Et vous sentez que vous avez une lourdeur qu'il n'y a plus. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la société de Dajjal, d'égaré dans laquelle on est, de Kouf, il y a autant d'hypersexualisation. Ça perturbe les mentales. Les gens n'arrivent pas à réfléchir correctement dans cette société. Des fois, ne cherchez pas plus loin, en fait, certains problèmes. Là, on rentre dans les aspects symboliques, on est en plein dedans. Mais la symbolique qu'il y a derrière les rapports sexuels et le sexe est extrêmement fort. Le terme arabe, dhikra, dhikr, c'est-à-dire l'essence même de l'adoration, c'est la même racine que le mot dhakar qui veut dire en fait le membre masculin. Il faut bien comprendre que si on veut même on prend la couleur du sperme qui est blanc en fait à l'image de la lumière, etc. Ça peut aller très très loin en fait dans les analogies et dans les méditations. Mais ici je vais faire remarquer deux choses sans rentrer aller plus loin. Premièrement, c'est que il y a dans le rapport en lui-même une forme de reproduction de l'acte divin de création de l'instant premier lorsque le Nour al-Muhammadi a été... On l'a fait pénétrer en fait la matière première. Et donc au final, lorsqu'on a un rapport, on est dans la fusion des essences. C'est comme si on retournait en fait à l'état primordial où est-ce que les choses n'étaient pas encore séparées. Mais en même temps, c'est comme si on reproduisait cet instant où la matière première, à partir de laquelle toute chose a été créée, pour la créer, on a fait pénétrer en elle le Nour al-Muhammadi. Et cette adoration, dans cette dunya, le plaisir qu'elle procure, ce plaisir-là, dans cette dunya, c'est ce qui se rapproche le plus des plaisirs qu'on connaîtra au paradis. Alors bon, on va conclure en fait sur ce qui pourrait en fait perturber surtout les sœurs. C'est les différents textes qui rappellent aux femmes leurs obligations dans le cadre du mariage. Et d'une manière générale, souvent ce qui se passe, c'est que les femmes, on les menace beaucoup. Si vous ne faites pas ci, vous serez puni comme ça, vous serez maudit comme ça, etc. Là où les hommes, on nous incite à être, soyez doux avec vos femmes. C'est-à-dire qu'on nous conseille d'être d'une certaine manière, là où elles, on leur ordonne d'être d'une certaine manière.
Déjà, premièrement, il faut comprendre que la femme, euh, on l'appelle de manière habituelle le sexe faible en France, mais en fait, c'est contre-intuitif. Parce que la femme a une prise sur l'homme, sur la question de la sexualité. Et vous le voyez dans la société actuelle dans laquelle on vit. Si vous, des fois, vous prenez le temps d'écouter certains discours. C'est que le fait que la femme soit passive sur le plan sexuel la met dans une situation où elle est en attente de quelque chose. Elle doit recevoir quelque chose. Si elle ne le reçoit pas, ben elle pourra dire je ne l'ai pas reçu. Et le fait de ne pas recevoir ce qu'elle est censée recevoir en matière de plaisir, ça diminue la virilité d'un homme. Ça, on a plus ou moins... C'est vrai que je ne l'ai pas dit clairement comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, vis-à-vis de votre femme, le fait de manquer d'une certaine forme de virilité, notamment dans le fait de donner du plaisir, c'est un manquement. Votre virilité en prend un coup vis-à-vis d'elle. Et si votre virilité en a pris un coup vis-à-vis de votre femme, vous faire respecter dans la maison, j'ai pas envie d'être méchant, mais bon, ça va être compliqué, quoi. C'est souvent là où, d'ailleurs, les hommes les plus violents, souvent, sont les hommes qui, de ce point de vue-là, en fait, ont des frustrations, des difficultés, etc. Impuissants, ou peut-être qu'ils ne sont pas bien membrés, ou ce genre de choses. Des gens qui sont très peu performants physiquement. Alors, c'est pas le terme performant qu'il faut utiliser, c'est vrai que c'est pas correct, mais bref. Donc en fait, d'une certaine manière, au final, la femme, en vérité, a une certaine force, une certaine prise sur l'homme, sur ces questions-là. Et donc, sans l'intervention divine d'Allah, qui dit aux femmes, c'est obligatoire de faire ça, on est dans la société dans laquelle on vit, où les femmes ont plus ou moins tous les pouvoirs, sont plus ou moins à l'aise, peuvent dénigrer un homme parce qu'il n'a pas su les satisfaire, etc. C'est ce qu'on vit maintenant, concrètement. Les délires de Black Pill, Red Pill, en fait, c'est des mecs qui savent pas satisfaire les femmes au final. Ne serait-ce que des fois, c'est par des questions de beauté ou c'est des questions physiques. Ou des questions matérielles. Et qui sont frustrés, qui chialent, en fait. Ouais, à pleurer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous n'êtes pas des hommes. Et donc, en fait, en réalité, même si physiquement, on est plus solide, plus costaud, d'accord, dans la sphère plus intime, la femme a une prise sur l'homme. La question du chantage à la sexualité des femmes, c'est assez connu. Oui, j'ai mal à la tête. Le fameux j'ai mal à la tête. Ouais. C'est-à-dire que si c'est pas tu n'as pas de prise légale qui te dit mais en fait tu te refuses à moi, c'est haram, tu te rends compte de ton délire, tu peux rien y faire, à part si tu veux faire un viol conjugal et après ça c'est ton problème. Mais concrètement, tu n'as pas de prise sur ta femme. C'est-à-dire que si Allah n'est pas en soutien et nous donne pas un droit sur nos femmes de ce point de vue-là, mais on garde la pêche. Faut le savoir. On n'a aucune force sur elle. La force de la femme est tellement grande qu'Allah, dans le Coran, lorsqu'il parle des femmes du prophète, au moment où elles ont été confiées avec lui, il dit Allah, les anges et l'ensemble des croyants sont avec lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'être le plus puissant de la création. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua, il n'y a plus rien. Il est exaucé. Allah, les anges et les croyants le soutiennent contre vous. Contre 9 femmes. C'est des femmes. Ben non, c'est toi qui n'as pas compris la force de la femme dans le cadre du couple. C'est-à-dire que, et on le voit vraiment dans la société dans laquelle on vit, vraiment c'est important de se rappeler la société dans laquelle on vit. Regardez comment les femmes ont une forme de pouvoir
notamment par cette question-là. Aujourd'hui, on voit bien que on laisse aux femmes le choix de choisir leur mari, le choix de vivre leur sexualité de manière, comment ils appellent ça, émancipée, etc. Vous voyez dans quelle situation on est. Il n'y a jamais eu autant d'hommes frustrés qu'à notre époque. Il faut savoir que la frustration dans la société des hommes, la frustration des hommes dans la société, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'ici, il y a la tentative d'explication de tout ce qui est ordonné et du discours très dur qu'il y a vis-à-vis des femmes, c'est parce qu'il est à hauteur de la force qu'elles ont sur ces questions-là. Parce qu'il faut comprendre que les femmes sont purs sentiments, elles sont pure émotion. Et dans le cadre du couple, au final, dans le cadre du mariage, ce qui est rationnel, c'est le fait de choisir son épouse. Ou de choisir son mari, même pour les femmes. Il faut être rationnel, les filles, je vous le dis tout de suite. Soyez rationnels. Le mec, est-ce que le mec, il vous plaît? Est-ce que le mec, il a les moyens d'assurer ce qui, machin? Est-ce que le gars, il a certaines qualités? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Le truc de juste feeling, non, c'est compliqué, parce que feeling, ça peut vite sauter en l'air. Par contre, dans le cadre une fois que le mariage est établi, que ça soit l'homme ou la femme, c'est une question en fait d'équilibre dans la question de, comment dirais-je, des émotions des uns et des autres. De comment, toi tu as ressenti ça, moi j'ai ressenti ça. Ouais, mais il faut que tu saches comment je l'ai ressenti. Et c'est pour ça que la question de la communication est assez importante. Et même en matière de communication, le non-verbal est très important. C'est pour ça qu'il faut souvent se marier avec des personnes qui sont de la même coutume que nous, pour que justement on puisse déceler le non-verbal chez lui. C'est une bonne chose de se marier avec Kafa'a fin Nasab. Alors, faut comprendre que si la société, et ça c'est important, repose sur les épaules des hommes, la place des femmes, quand bien même elle sera à la maison, parce que le délire de oui, les femmes ont une influence dans la société ou une place dans la société, aujourd'hui ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est qu'il faut qu'elles sortent de chez elles. Comme si la maison, ça ne faisait pas partie de la société. Comme si la sphère familiale ne faisait pas partie de la société. Comme si la cellule familiale ne faisait pas partie de la société. Dire ça, c'est comme dire que mon œil ne fait pas partie de mon corps. C'est la plus grande des conneries qui existent à notre époque. J'ai pas d'autre mot. Et c'est le mot le plus poli que je trouve. Faut être stupide pour penser comme ça. Faut vraiment être idiot. Et les musulmanes qui pensent comme ça, ils méritent d'être fouettés. Mais vraiment. Moi, Qadi, je les fous en tôle. Toutes. Tais-toi, t'as plus le droit de parler. T'as pas le droit de parler de religion. Ferme-la. La frustration des hommes dans la société. Pour que vous ayez une image, je vais prendre le cas le plus manifeste. Un juge. Un juge, sa femme, elle lui a fait la misère à la maison. Il est sorti de la maison, elle n'a pas laissé avoir des rapports. En plus, elle lui a pris la tête. Elle lui a pas bien fait à manger. Enfin bref, la totale. Le mec, il arrive, il y a un gars qui se pointe devant lui. Il a je sais pas quel problème. Mais bon, on aurait pu essayer de régler, lui faire un rappel à la loi. Le mec, il est super nerveux. Quoi, vous avez fait ça? Prison, foutez-le en tôle, 10 coups de bâton par jour. Ouais, mais ça méritait pas forcément ça. Ouais, mais il a fait, c'est juste sa décision. La frustration des hommes. Pareil, on parlait des cas des black pill, red pill, tous ces trucs-là. La frustration des hommes, l'impact que ça a dans la société
pas de commune mesure. Les mecs, ils sortent, c'est une bombe sur pattes. Il peut attraper un mec, il l'égorge, il le tape, il le ci, il le ça. La violence dans la société est en grande partie, en très très grande partie, due à la frustration des hommes dans le cadre du foyer. Pourquoi est-ce qu'à un certain âge, on commence à être de plus en plus violent? Au collège, au lycée, il y a plein de bagarres, on essaie de se tester. C'est parce qu'il y a la testostérone. Vous prenez les gars qui ont... Les beaux gosses qui ont 2-3 femmes là qui gèrent. Ils se battent très peu. Souvent, c'est le mec le moins beau de la récréation qui se bat tout le temps. Juste rappelez-vous de vos années au collège ou au lycée. Juste essayez de vous projeter, vous rappeler. Les mecs qui se battaient, c'était pas les beaux gosses qui avaient des femmes. Il avait autre chose à faire. Il était en train de draguer là à côté et puis après il allait assouvir son désir. La frustration crée dans la société des problèmes extraordinaires. Et vraiment, c'est pour ça que les obligations de la femme vis-à-vis de l'homme et la façon dont la charia et le discours qu'il y a dans le Coran et dans la sunna plus précisément, même dans le Coran de manière plus imagée, sur le sujet est très prononcé. Parce qu'au final, les femmes sont garantes de l'équilibre de la société, non pas en apparence, mais en arrière-plan. De mémoire, je crois, je ne sais plus à qui est-ce qu'on a attribué cette parole-là, qui dit « Élève un homme, élève un garçon, t'as élevé un homme. Élève une femme, élève une fille, t'as élevé une nation. » Parce que elles sont garantes de l'équilibre de la sphère familiale. Une femme équilibrée, qui satisfait son homme, pas que sexuellement, mais qui satisfait. Et c'est ça le fameux hadith. Prends une femme, quand tu la regardes, elle te plaît. C'est pas qu'une question de plaisir physique. C'est elle te plaît dans le sens, dans ton cœur, tu trouves une sakina, tu trouves un apaisement. Vraiment, cette partie et cette question de la place des rapports intimes et de ce qui est de la question de la satisfaction, du plaisir dans le cadre du mariage et des implications que ça a dans la société, c'est une question qui est trop peu abordée, qui est trop peu connue. Et les sœurs qui appellent les sœurs à sortir, comprenez que vous appelez à la destruction de la cellule familiale. Et ne sortez pas les arguments de sahabiyat, on fait ci, on fait ça. C'est pas compliqué. Les sahabiyat qui sont partis au djihad avec leur mari, regardez ce que vous dites vous-même. C'est leur mari, c'est le 20 matin, il dit bon, et on y va, bismillah, tu m'accompagnes avec moi. Mais pourquoi vous croyez qu'il part avec lui sur le champ de bataille? Sachant que, moi de mon point de vue, est-ce que c'est pertinent qu'un homme parte avec sa femme sur le champ de bataille? C'est pas forcément évident. Parce qu'en fait, sur le champ de bataille, il faut plus avoir en fait une certaine forme de colère. Et être vidé, je sais pas si c'est une bonne idée. Vous pouvez aller demander aux boxeurs ou aux gens de MMA. En général, on déconseille d'avoir des rapports avant les combats parce que justement, ils n'ont pas la niaque. C'est une question de... Ça, c'est une question de point de vue. Mais même dans ce cas de figure, vous-même, vous êtes en train de le dire. Elles sont parties avec leur mari. Ou les autres cas que vous évoquez, c'est des cas où le dirigeant lui-même a ordonné à la femme, on a besoin de soldats, on a besoin d'infirmières. Toi, tu t'y connais en fait en droit, etc. Tu connais les produits. Parce que quand on met une femme sur le marché juge, il y a une certaine pertinence dedans. Ouais, ça réduit, voilà, c'est le terme que j'ai cherché, c'est l'agressivité. Il y a une certaine pertinence en fait de désigner une femme juge sur le marché. Alors, les Malikis, on ne le fera pas parce qu'on n'accepte pas les femmes comme juges. C'est pas l'avis c'est l'avis qui est retenu dans l'école. Mais pourquoi c'est pertinent? Parce que ce qu'il y a sur le marché, c'est ce que la femme va retrouver à la cuisine. Donc la femme, elle connaît la qualité des produits. C'est la femme qui va être capable d'identifier si le mec il a mélangé l'eau et le lait. Et toi, t'es un escroc. Faut que tu le dises ce que t'as fait. Si tu le dis pas, c'est interdit, c'est haram. Tes ventes, elles sont bâtilles. Toi, tu nous vends des pommes là, mais tes pommes là, tu te moques de moi là, il n'y a que de l'eau dedans. Les femmes, elles sont... De par leur fonction à la maison, de faire à manger, c'est pertinent de les mettre en fait juste sur le marché. Walillah lilhamd.
conclut sur cela. Il y avait des questions. Reposez les questions maintenant, on va essayer de répondre, Inch'Allah. On va tenter de répondre. Je crois qu'il y avait une réponse. Ouais, c'était quoi la question qu'elle a posée, Julia? C'était les hommes moches qui veulent des femmes belles. Euh, mais dit-on, en fait, ça c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a divergence sur la kafa'a à cause de ça. Est-ce que c'est une raison de khiyar? Khiyar, c'est euh, le principe de khiyar, c'est le cas où on se marie et on se rend compte qu'il y a un vice dans le mariage, soit parce que ça répond pas à certaines exigences du mariage en lui-même, ou soit ça répond pas à certaines conditions qu'on a mis dans le cadre du mariage. Et effectivement, on s'est posé la question, mais est-ce qu'il est licite de marier une belle femme à un mec qui est moche? Mais genre moche, c'est pas genre, je sais pas, il plaît pas, ou non, vraiment moche dans le sens, un mec c'est irrécupérable quoi. Donc voilà, c'est une question. Si la fille elle veut, pourquoi on pourrait l'empêcher en fait? Parce qu'on vit dans une société où c'est pas évident. Après, je pense qu'un père, moi je prends mon cas, je pourrais pas marier mes filles avec quelqu'un qui leur lui plaît pas, parce qu'en fait c'est mettre ma fille dans une complication dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que si son mari ne lui plaît pas physiquement, comment il s'en sort? C'est pas évident. Rafik Baraka. Il y avait d'autres questions, Inch'Allah, si vous pouvez les poser maintenant, parce que justement j'avais gardé les questions pour la fin. Ouais, mais Majidou Kacha, il est moche à cause de son couf. Bah, de base, en fait, on a appelé à chercher ce qui est appréciable. Et c'est mandoub, en fait, de chercher ce qui est beau, en fait. Ben, j'ai tenté de répondre, en fait. C'est ce que j'en pense personnellement, c'est ben, si les deux sont satisfaits, pourquoi pas. Après, il y a la question, c'est savoir que légalement, en fait, on s'est posé la question de est-ce que c'est permis ou pas. Du moins, est-ce que c'est une raison de donner à la femme la possibilité. Khiyar, c'est le fait d'annuler le mariage, en fait. Le khiyar, c'est le choix d'annuler ou pas le mariage. Est-ce que c'est une raison de khiyar qu'on marie une belle à un moche? Mais vraiment, c'est qu'on dit moche, c'est je sais pas moi, Quasimodo ou un truc comme ça. Et j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête de moche, tellement c'est assez rare ce type de mocheté. On prend aussi l'exemple du vieux. Est-ce que c'est une raison de khiyar? Ils ont divergé. Certains ont dit que oui, d'autres ont dit que non. Maintenant, c'est pas l'avis retenu, c'est pas une raison de khiyar, selon l'avis retenu. Maintenant, si c'est une question d'avis personnel, je sais pas, moi, un mec, il est super moche et puis on lui a marié une belle femme et la femme, elle est satisfaite, ben, pourquoi pas? Comment on fait dans une société où la femme et l'homme sont nourris dans une sexualité mal faite? Ben, on fait ce que j'essaye de faire. Essayer d'informer les gens, d'éduquer les gens, de les diriger vers des choses. Déjà d'apprendre sa religion correctement. Boudère. Ouais, c'est méchant pour Boudère quand même. Je veux bien, mais bon. Virilité et féminité, c'est la semaine prochaine. Comment faire quand un des deux époux n'est pas épanoui? Ya Rabbi, ben, ils doivent s'entendre en fait. Ils doivent communiquer entre eux. Alors le délire de ramener des trucs de couple et tout ça, là, je suis pas très fan. Parce que la plupart des gens, ils sont pas formés. Ils ont pas la science. Je sais pas. Ouais, pour le mec, deuxième femme, pourquoi pas. Mais si c'est la sœur, comment on fait? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gros défaut sur l'éducation des femmes. C'est une galère. Très problématique. On néglige leur éducation, on les néglige. Plus ça va, plus c'est catastrophique, hein.
Mais avec le plus problématique, c'est quand une sœur est frustrée. En vérité, quand une sœur est frustrée, hein, dites-vous que le mec est frustré, comme je disais tout à l'heure sur la question de la sexualité, un homme qui vient, qui tire son cou, euh, en réalité, le mec est frustré. Il le sait pas forcément, mais il est frustré. Il y a des douleurs qu'on ne sent pas en fait, on s'en rend pas compte. Le mec, il est frustré dans sa maison. Un mec sa femme n'est pas satisfaite. Le mec est frustré dans sa maison. Ils doivent communiquer, ils doivent échanger, ils doivent retourner à Allah. La deuxième femme, ça peut être une solution parce qu'effectivement, comme je disais, une femme qui n'est pas satisfaite, au final, le mec lui-même n'est pas satisfait. Ouais. Sachant que dans la question de l'épanouissement, le problème c'est aussi, c'est important que les gens se rendent compte, hein, la sexualité c'est large. C'est pas que pénétrer et puis bam bam et puis tu vas dormir, c'est pas que ça. Hein. C'est très très large, il y a des câlins, il y a plein de choses. Donc faut que les gens en fait déjà ils se rendent compte que ouais c'est large, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à se faire plaisir, qu'ils essaient de se... Déjà que la personne elle se connaît. Souvent le problème c'est que les gens ils se connaissent même pas. Donc si tu te connais pas, comment tu veux connaître l'autre? Comment tu veux connaître l'autre? De toute façon, deuxième, troisième, quatrième femme, c'est pour nous, ça nous avantage dans beaucoup de questions. Il y en a d'autres où c'est moins évident. C'est moins évident. Comment se connaître? Ben déjà, Allah il nous a facilité avec. Wa alaykoum salam, Sidi Ahmed. Avec la prière, al-wudu, as-siyam. C'est-à-dire que regardez que ces trois adorations que je vous ai évoquées, elles sont toutes en relation avec votre corps. Vous devez connaître votre corps. Vous devez savoir comment fonctionne votre corps. Par exemple, sur la question de siyam, en fait, vous devez être conscient. Si vous avez une maladie chronique, les premiers indices de votre maladie chronique, vous pouvez rompre le jeûne. En fait, il y a vraiment, dans le cas de Siyam, dans le cas de l'Wudu, dans le cas de la prière, par exemple, chez nous les Malikis, At-Tumanina, le plus petit degré, c'est que vous sentez vos membres apaisés. L'I'tidal, c'est le même principe, être senti que vous êtes totalement redressé. C'est-à-dire qu'il y a une relation, une intimité avec vous-même, qui est ordonnée par la charia. On parle même pas de mandoubat là. On parle juste de ce qui est ordonné par la charia. La simple fait d'étudier la charia correctement, je dis pas d'être un faqih, je dis juste de connaître vos farou'ain. Déjà ça, juste ça, ça va vous enseigner sur vous-même énormément de choses. Ensuite, dhikr, salatu ala nabi, la lecture de Coran. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous être tout seul avec vous-même. La doua est dit, Ya Allah, ne me laisse même pas l'instant d'un clignement d'œil avec moi-même. C'est-à-dire que vous devez rester avec Allah en permanence parce que c'est Allah qui va vous faire voir. Al-mu'min mira al-mu'min. Le mu'min est le miroir du mu'min. Ici, mu'min, ça a différentes dimensions. C'est l'autre musulman comme vous, mais c'est aussi al-mu'min, Allah Ta'ala. Comment vous pouvez vous voir? Et pour vous voir, il faut que vous soyez avec Allah. Pour être avec Allah, appliquez la sharia. Première chose. La première chose à appliquer pour appliquer la sharia, al-ilm, al-ta'allum. C'est la première des choses. Je le dis à tout le monde. Quand je dis ça aux gens, je dis, ouais, mes problèmes, les règles, je dis, étudiez Baboun Nikah avant de me parler de red pill, black pill, tip pill. Déjà, c'est comment ça fonctionne.
Déjà, commencer par apprendre correctement c'est quoi le mariage. Tu vas faire tout là-bas, tu vas aller voir, eh ouais, les mains, je sais pas, elle est comme si. C'est pas grave, tu vas voir une autre. Apprenez à respecter la hurma des musulmans. Il y a des gens, ils viennent, wallah, j'ai entendu des gens comme ça pendant plusieurs mois. À chaque fois, j'entendais, ils se plaignaient des femmes. Ouais, malin, il me ramenait ces trucs de red pill, black pill, je sais pas quoi. Eh, mais regarde ce qu'il dit, lui, il te parle pas de nous, il parle dans leur société de faussards. Pourquoi tu parles? Qu'est-ce qu'on a à voir avec eux, nous? Et des délires de micto, des trucs bizarres, des mouvements masculinistes bizarres qui ont une manière de concevoir. Ils sont même pas masculinistes, c'est des victimes, c'est des gens qui sont en train de chialer. Oui, les femmes, voilà, elles n'aiment que ce type d'homme. On a fait des études sur les sites de rencontres et tout. Ya Rabbi, qu'est-ce qu'on en a à faire d'eux? On a quoi à voir avec ces gens-là, nous? Tu vois des gens, ils sont là en train de pleurer H24 toute la journée. Oui, mais même chez nous, les musulmans, si t'es pas comme ça, avec une beauté comme ça, la barbe comme ça, la fille, elle va te rejeter. Eh ben, c'est pas grave. Déjà, c'est même pas vrai. De base, en fait, les femmes, et c'est vrai qu'effectivement, dans la société dans laquelle on est, les femmes sont devenues consommatrices comme des hommes. C'est-à-dire qu'elles regardent le physique des hommes pour le consommer. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récent. Mais à la base, les femmes, pour les gens qui ont été au collège ou au lycée, et frère, des fois tu voyais des mecs ils sortaient des filles, tu disais mais comment il fait lui? Il est même pas spécialement beau, il est plus moche que moi même. Il parle bien, il se comporte bien, il a un certain adab, etc. Ah, subhanallah, c'est exactement ça. Les gens, il n'y a pas de tawakkul. El-ilm, ta'allum, la mise en pratique du ilm. Et sur la question, ce chapitre en question, vraiment très important, Baboun Nikah, wallahi, 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 la question du mariage Baboun Nikah. Déjà rien que dans Baboun Nikah, quand on va vous dire, écoute, nous chez les Malikis, c'est écrit comme ça dans le texte. Khalil, il dit textuellement, mais c'est Khalil qui le dit dans son os, dans son texte, dans son mat. Il dit, tout est licite sauf la sodomie. Khalas, c'est fini. On te dit que là, en matière de comment vous pouvez vous épanouir dans votre couple, c'est extrêmement large. C'est quoi le problème? Donc il y a vraiment, subhanallah radim, il y a vraiment un travail à faire de ce point de vue-là. De livres à conseiller d'autres, honnêtement, comme je disais, étudiez Baboun Nikah, quel que soit le mazhab que vous étudiez, que vous suivez. Le frère Richard Tentacule, tout à l'heure, il avait une question, mais je sais plus, j'ai oublié sa question. Le adab, c'est fondamental. Le adab, c'est ajib, c'est. Le tasawuf, kullu adab. Le tasawuf, kulli adab. Le tasawuf, c'est que du adab. Tout le tasawuf, c'est le adab. C'est-à-dire la relation avec Allah, la science de la relation avec Allah, la science de comment tu as une proximité avec Allah. L'excision, sur l'excision, en fait, déjà, comme on dit, en fait, dans l'école, ce qu'on appelle l'excision, le terme, il peut prêter à confusion. En fait, il s'agit de retirer le surplus de peau sur le clitoris et aussi de retirer des fois l'excès de lèvres. Quand il y a beaucoup de lèvres, en fait, chez les femmes. Alors, les femmes, elles savent très bien de quoi je parle. Les mecs, vous ne savez pas forcément si vous n'êtes pas mariés. Et même si vous êtes mariés, des fois, vous ne le savez pas parce que vous ne regardez pas de ce point, vous regardez pas ces endroits-là. En fait, c'est de retirer cette partie-là. Et en vérité, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de faire cela, de retirer un petit peu pour donner encore plus de plaisir à la femme et à l'homme. Maintenant, est-ce que c'est-à-dire que l'excision qui est mandoub dans l'islam, c'est pas les délires bizarres de c'est de la torture, ça, c'est haram. Celui qui fait ça, on doit le taper. On corrige, il n'a pas à faire ça. Fellation, comment ça s'appelle? Cunilingus, pour faire très très simple, très très court. Moubah, et il y en a même qui ont recommandé. Surtout le cunilingus.
je sais plus quel ulama, je crois que ça a été un Qadi Abou Bakr ou quelque chose comme ça. Parmi les Sahaba, il y en a qui recommandaient de le faire justement parce que c'est... Ah mais ça, Sidi Ahmed, c'est une catastrophe. Voilà, Cheikh Ahmed, je... Là, ça fait un moment que je devais faire cette intervention-là. Là. J'ai pris le temps de préparer un minimum, mais les gens ne se rendent pas compte. C'est une catastrophe. C'est... Et après, en fait, soit on laisse les Moubtadi'a le faire, soit c'est pire, c'est les koufars avec leur fisq, avec leur façade, avec leurs trucs, des cochonneries comme ça. Amin. Ben ouais, justement, parce qu'en fait, justement, la question, en fait, de... La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à une femme, fais attention quand tu retires, sois vraiment douce, retire un petit peu, et il y a vraiment cette idée du clitoris de le rendre accessible plus facilement, parce que... et ça, vraiment, les sœurs doivent se connaître. Et d'ailleurs, le délire que j'entends là, parce que j'entends beaucoup chez les sexologues, oui, le clitoris, peut-être qu'en Europe, vous le connaissez depuis 50 ans, mais je crois pas que chez nous, on le connaît depuis 50 ans seulement. Parce que, comment on recommande l'excision, la question des rapports et tout ça, j'ai pas l'impression qu'on le connaît. Peut-être qu'on donnait pas de nom, mais faut pas dire des bêtises non plus. Hein. Ouais, les Européens, ils ont cru, ils ont découvert un truc il y a 50 ans, il y a qu'eux, ils ont découvert ça. Ils sont pas bien, eux. Mais en tout cas, ouais, l'idée derrière l'excision, enfin l'excision, l'idée de fait de retirer le surplus de peau sur le clitoris et des fois sur retirer un petit peu de lèvres, vraiment, hein, euh, ce qui doit être compris, c'est que c'est une recherche de procurer plus de plaisir. C'est ça, alhamdoulilah, c'est exactement ça. Miskin, ils regardent des films, ouais, il faut regarder. C'est une dinguerie les films qu'ils regardent. C'est crois c'est du sport, tu crois c'est tu joues à Superman, c'est si tu sais pas faire cette position. Mais non frère, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se trouve même la position que tu as vue dans le film que tu trouves extraordinaire, en fait, tu vas la faire, tu vas pas aimer. C'est ridicule, c'est moi je le sais hein. Quand j'enseignais euh, à Tavernier aux enfants, en fait quand on faisait la prière, le chapitre de la prière, le wudu, wallah, je vous jure devant Allah que lorsqu'on abordait al-Rusl et que justement on abordait cette question de comment tu perds les ablutions, etc., ben il y avait toujours en fait au bout d'un moment un cours où on consacrait que à ça. Wallah, ici, les questions que j'ai entendues, subhanallah al-azim, les questions que j'ai entendues. Un truc tout simple, hein. Alhamdulillah, avec dans Muqaddam al-Azziya, on l'évoque. Mais la première des questions, on a le droit d'avoir 4 femmes. C'est possible de les avoir en même temps dans le même lit? Cette question-là, je l'ai entendue plein de fois. Je l'ai entendu plein de fois. Mais vraiment, c'est agib. C'est une question, j'ai trop entendu cette question-là. Les gosses, c'est dans leur tête, mais dites-vous, c'est dans leur tête. C'est une catastrophe. Et en même temps, vu comment les ulémas ont posé la problématique, on comprend que c'est pas un délire que ici en fait. Après, je dis les enfants, on parle de... Parce qu'en fait, moi je faisais en 2 temps. Il y avait les 5-10 ans et les 10 à 15 ans. Et la réponse, normalement, tu es censé la savoir parce qu'on l'a déjà fait, à part si tu as séché. Non, la bébé qu'on a fait de manière succincte un mutazawwija, le fait d'avoir plusieurs femmes. Dans le qism, il y a cette partie-là justement qui était évoquée dans Muqaddam al-Azziya. Dans le matn lui-même, c'est évoqué même pas dans le sharh.
Ajib, c'est pareil chez nous, dis-toi, Hassan. Mais ça, c'est important. Déjà, les gens qui vont partir dans un mariage, étudier Baboun Nikah. Trouver quelqu'un qui peut vous l'enseigner. Haram quand c'est avec tes femmes. Macro, c'est avec les esclaves. Et ça tombe bien haram même avec les esclaves, parce qu'en fait, les esclaves sont plus à même des jalouses. Et là, on parle de dormir. Je parle même pas du cas d'avoir des rapports. Ah, Bilal, toi, tu blagues, parce que depuis pas si longtemps que ça, en fait, t'es un homme marié. T'as vu de faire le malin. Ya Rabbi. S'il n'y a plus de questions, la semaine prochaine, on va prolonger ce qui est dit ici, mais en s'axant plus sur la question de la féminité et de la virilité et comment construire cela, parce que c'est une question très importante. C'est une question très 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 importante. Aujourd'hui, il y a des gens qui jouent les bonhommes patati patata, mais au final, voilà quoi. Moi, ma roi, elle est foutue, mec. Elle est jetée en l'air, moi, ça fait longtemps que je l'ai perdue. Ouais, c'est ça en fait. Bilal, quand tu auras 10 ans de mariage, on va reparler. Mais sur Aradim, le mariage, c'est une tariqa. Hein. T'es coach conjugal alors que t'es célibataire. Ça, c'est une escroquerie, ça. Moi, je vais faire coach pré-conjugal. Ya Rabbi. Ah, c'est quelque chose. Mais vraiment, le mariage, c'est une tariqa. Que les gens ils comprennent ça. C'est une tariqa. Tu apprends énormément. C'est celui qui parle de tasawuf qui n'a pas été marié. À part si c'est Qutb Zaman, Allah Ta'ala, il a pris, hein, 5 ans de mariage. Alhamdulillah. T'es déjà dans la phase. 5 ans de mariage, c'est déjà beaucoup. Déjà dans les 5 premières années de mariage, en fait, quelqu'un qui rentre dans un mariage, il va commencer vraiment à se connaître. Mais vraiment, hein. Comme ça, quelqu'un qui rentre dans le mariage, en fait, après, au bout de 5 ans, il commence à se connaître. Il voit quand est-ce qu'il s'énerve, etc., etc. Il apprend à visualiser, à comprendre l'autre. C'est important. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يرفد وقرة عين لا تنقطع ومن رفقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا بقولها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عن العيوب D'accord. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين